Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand nous parle aujourd'hui d'une femme qui a dû concilier les rôles d'épouse, de mère et de souveraine d'un grand empire. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le pouvoir au féminin d'Élisabeth Badinter suit pas à pas l'impératrice et reine Marie-Thérèse sur un chemin de gloire et de difficulté. Il nous fait partager ses rêves, ses angoisses. On y vit un peu à Vienne, à ses côtés, un peu à Budapest, en tout cas dans cette Europe des Lumières qu'embrasse Marie-Thérèse et qu'elle a fini par symboliser. Et vous avez invité son auteur cet après-midi. Oui, Élisabeth Badinter est avec nous. En effet, j'ai tant de questions à lui poser sur la mère de Marie-Antoinette. Nous le ferons en nous promenant par la pensée dans les lieux que la souveraine habitait, notamment la Hofburg de Vienne et le merveilleux palais de Schönbrunn. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Elle est avec les tsarines Élisabeth et Catherine une des trois grandes souveraines de son temps, avec un règne de plus de 40 ans, de 1740 à 1780, de son vivant considérée comme la mère de l'Autriche, et même l'expression a été employée, la mère de l'Europe. Pourtant, c'est par défaut, disons-le d'entrée de jeu, c'est par défaut que la jeune Marie-Thérèse se retrouve un jour sur un des plus puissants trônes d'Europe, celui des Habsbourg d'Autriche. Son père, l'empereur Charles VI, a toujours eu l'intention de léguer ses territoires à un fils. Il est même obsédé par ce désir de fils, en vain. Que voulez-vous, la lignée des Habsbourg semble la proie d'une malédiction. Pas de petit archiduc, nul héritier masculin, alors Charles va devoir se résoudre, la mort dans l'âme, à édicter ce qu'on appelle la pragmatique sanction. De quoi s'agit-il ? D'un acte de résignation, je m'explique. Sans pour autant perdre l'espoir d'avoir un jour un fils, l'empereur reconnaît que l'archiduché d'Autriche, le royaume de Hongrie, celui de Bohême, sans oublier tous les territoires italiens, flamands, etc., tout ça reviendra à l'aîné de ses enfants, quel que soit son sexe, ce qui revient à désigner pour lui succéder sa fille aînée, Marie-Thérèse. En octobre 1740, alors qu'il court le gibier à son habitude, Charles VI est soudainement pris d'un malaise. Il doit interrompre sa partie de chasse, rentrer à Vienne. Les médecins sont presque tous du même avis. L'empereur paraît souffrir d'une sorte d'indigestion. Il faut vous dire que quelques jours plus tôt, il a déjeuné d'un plat de champignons sautés, qu'il l'a probablement empoisonné. En tout cas, il finit bel et bien par trépasser le 20 octobre 1740. Voltaire écrira « Ce plat de champignons changea la destinée de l'Europe ». Ce qui change pour commencer avec ce plat de champignons, c'est la destinée de notre Marie-Thérèse. La voici donc roi de Hongrie et de Bohême. Je dis bien roi et non pas reine, nous allons y revenir. Elle a 23 ans, c'est une jeune femme, comment vous la décrire ? Elle est blonde, les yeux bleu foncé. Voici le portrait qu'a brossé d'elle par la suite le ministre de Prusse, le comte de Podewils. Marie-Thérèse a la démarche aisée et le port majestueux. Sa silhouette est imposante, sa figure ronde et pleine, ses cheveux sont blonds, sans tirer sur le roux, ses yeux très grands, pleins de vie et de douceur. Ses dents blanches se montrent de la façon la plus charmante quand elle rit. Elle a la nuque et la poitrine bien faites, ses mains sont délicieuses. On attachait toujours beaucoup d'importance aux mains qui signaient à l'époque l'élégance d'une personne. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça fait déjà 4 ans, à l'époque, que Marie-Thérèse est mariée à un prince dont elle est très éprise depuis sa tendre enfance et qu'elle est parvenue à séduire, François-Étienne, le fils aîné du duc de Lorraine. François a 9 ans de plus qu'elle. La légende raconte qu'elle est tombée amoureuse de lui au premier regard alors qu'elle n'avait que 6 ans. On peut dire que c'est sans doute le coup de foudre le plus précoce de l'histoire. En tout cas, les deux jeunes gens s'aiment, ils ont déjà 3 enfants et Marie-Thérèse attend un 4e enfant pour le mois de mars 1741. Oui, vous avez donc bien compris, c'est une femme enceinte qui monte sur le trône, ou plutôt les trônes, car elle en occupe plusieurs. À son couronnement, elle est vêtue d'une robe de soie coiffée du chapeau archiducal d'Autriche. C'est sans doute ça la plus lourde de ses couronnes, si j'ose dire. Au milieu des marches qui mènent au trône, elle s'arrête net, elle fond en larmes. C'est un moment de flottement très court, car la jeune femme bientôt va reprendre ses esprits, se ressaisir. Elle gravit majestueusement les ultimes degrés pour prendre place sous le grand dais.
Et elle va parler à ce moment-là, bien sûr. « En toute chose, promet-elle, je veux être votre souveraine très dévouée et votre mère jusqu'à ma mort. » Si la nouvelle reine, ou plutôt roi de Hongrie, est vivement acclamée, chacun semble penser tout bas que son règne sera celui de la faiblesse. Comment voulez-vous que la malheureuse puisse défendre elle-même tous ses territoires? En tout cas, c'est ce qu'on murmure, bien sûr, dans les couloirs des chancelleries de l'époque. Elle est jeune, elle est enceinte, sans pratique du pouvoir ni connaissance militaire. Marie-Thérèse n'a pas beaucoup d'atouts. Elle le dit elle-même, elle est, je la cite, sans argent, sans crédit, sans armée, sans expérience et sans conseil. Et tout le monde est persuadé à ce moment-là que ce sera son époux, François-Étienne, qui gouvernera de fait. D'ailleurs, ne l'a-t-elle pas tout de suite nommé co-régent? Elle explique qu'à cause de son sexe, elle a besoin de son aide pour gouverner. Elle est tellement amoureuse, cette Marie-Thérèse. Elle et son co-régent de mari vont s'installer dans le palais de Schönbrunn, qui naguère a été délaissé par Charles VI, et dont la nouvelle souveraine ne va pas tarder à faire son lieu de prédilection. On lance tout de suite de grands travaux à Schönbrunn, et c'est là que le couple royal va vivre heureux, entouré de ses enfants. Malgré la lourdeur de la fonction, Marie-Thérèse et François-Étienne parviennent de temps à autre à fuir la cour pour de douces promenades, notamment, ce sont des promenades encore en amoureux, on peut le dire, malgré le 5e enfant qui naît. Un beau jour, les voici en escapade dans le vignoble. Marie-Thérèse soudain se sent assoiffée. Son mari, galant, escalade un mur pour essayer d'accéder à une vigne. Il cueille une grappe de raisin qu'il tend à sa femme. Et voilà que le propriétaire de la vigne surgit. Il est furieux qu'on ait pu pénétrer chez lui. Il exige le paiement immédiatement des raisins qui viennent d'être volés. Problème, nos deux chapardeurs n'ont pas d'argent sur eux. Vous pensez bien, ce sont des personnes royales, ils ne se promènent pas avec leur bourse. Le vigneron leur demande leur nom, alors ils finissent par s'exécuter. Colère du brave homme. Et en plus de ça, on se moque de lui. Pour la peine, il les fait enfermer dans sa cave. Il va falloir des heures pour que la cour retrouve la trace des promeneurs malchanceux, et Marie-Thérèse, finalement, à sa libération, si je puis dire, fera donner 10 florins aux vignerons complètement sidérés. Ne rêvez pas, cette belle insouciance va bientôt se heurter au monde réel, et notamment au monde de la politique. Après quelques mois de ce règne charmant, la maison d'Autriche est attaquée par une coalition d'États. Le nouveau roi de Prusse, Frédéric II, qui lui aussi est tout jeune, envahit la Silésie. C'est le début de ce qu'on appellera la guerre de succession d'Autriche. Pour Marie-Thérèse, qui n'a, vous l'aurez compris, ni grand moyen ni vrai soutien, c'est un immense défi à relever. On peut le dire cette fois, l'héritage qu'elle a reçu de son père est menacé.
extrait de la symphonie Marie-Thérèse de Haydn à l'instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous nous racontez le règne de Marie-Thérèse d'Autriche. Lorsqu'elle accède au pouvoir en 1740, la jeune souveraine est attaquée de toutes parts. Vous venez de nous raconter, elle doit notamment faire face à la Prusse de Frédéric II. Alors je me pose quand même une question, Franck. Quand on dit que Marie-Thérèse d'Autriche était impératrice d'Autriche, cela veut dire qu'elle règne sur quel territoire exactement ? Alors d'abord, chère Anissa, quand on dit que Marie-Thérèse est impératrice d'Autriche, on commet une petite erreur, un anachronisme en fait, car à cette époque, l'Autriche n'est pas encore un empire. C'est simplement un archiduché du Saint-Empire romain germanique. Alors plus tard, le mari de Marie-Thérèse va devenir empereur de ce Saint-Empire, mais pour le moment, sa femme est, si j'ose dire, seulement souveraine de Bohême, de Haute-Autriche, Styrie, Tyrol, Grand-Duché de Toscane, Moravie, Hongrie, Transylvanie, etc. Le noyau de cet immense ensemble, de cette mosaïque, ce sont évidemment l'Autriche et la Hongrie, qui ne constituent donc pas encore en tant que telles à l'époque une double couronne. Marie-Thérèse de Habsbourg et son mari François de Lorraine fondent la maison des Habsbourg-Lorraine, qui va régner à Vienne pendant 2 siècles. Pour le moment, Marie-Thérèse doit mener comme elle peut cette guerre de succession d'Autriche, donc, qui l'oppose à une coalition menée par la Prusse de Frédéric II, mais il y a dans cette coalition la Bavière, la Saxe et accessoirement quand même si on y entre un peu tard, la France de Louis XV. La souveraine veut à tout prix récupérer cette région de Silésie qui vient de lui être volée. Son problème principal, c'est de rompre son isolement. De toutes parts, on la pousse à s'incliner devant Frédéric II. Le gouvernement anglais, sur qui elle comptait beaucoup pour lui apporter son soutien, le gouvernement de Londres l'abandonne lâchement, si je puis dire. Elle se retrouve seule contre tous et pourtant, elle continue de résister. Et bien sûr, elle va confier le commandement des troupes à son mari, à François. Hélas, 3 fois hélas, François, qui avait l'air si bon à la chasse, se révèle nettement moins bon sur les champs de bataille. Cette période est vraiment une période difficile pour Marie-Thérèse. Elle est l'objet de moqueries. En Bavière, on fait même fabriquer une médaille qui la représente aux côtés du roi de Prusse qui est en train de déchirer sa robe. C'est l'origine d'une légende, celle de la reine nue. On la peint à moitié dépouillée, entourée d'hommes qui l'outragent. Le symbole est terrible. Il est vrai qu'on l'a entendu déclarer « Je donnerai plutôt ma chemise et mon jupon que la Silésie ». Marie-Thérèse, vous l'aurez compris, est coriace. Grâce à sa force de caractère, elle parvient à tourner peu à peu les moqueries à son avantage. Elle se présente en femme courageuse, victime de la lâcheté de ceux qui l'entourent. Et maintenant, elle connaît les faiblesses de son mari. Elle sait qu'elle ne peut pas vraiment se reposer sur lui. Elle va chercher tous les prétextes pour l'éloigner des combats, même s'il faut pour cela user de certaines ruses. En 1744, elle écrit à sa sœur « J'ai par méchanceté causé la fièvre aux vieux ». Tout à coup, l'idée lui est venue d'aller à l'armée. J'ai recouru à nos instruments ordinaires, les caresses, les pleurs. J'ai enfin repris ma colère qui m'a si bien servi que moi et lui sommes tombés malades, écrit-elle. Il y a une sorte de franchise verte dans le courrier de Marie-Thérèse qui évidemment fait la joie de ses biographes. Lorsque la guerre va prendre fin, on peut dire de Marie-Thérèse qu'elle est mise en échec. Elle n'est pas parvenue à récupérer la Silésie, mais elle va tout de même de cette guerre-là tirer un certain nombre d'avantages et notamment, elle a largement renforcé son image. Elle en a profité pour moderniser l'État. On peut dire qu'elle gouverne, et nous verrons cela avec Elisabeth Badinter dans un instant, elle gouverne entre guillemets comme un homme. En 1745, elle a été ramenée au trône impérial puisque François-Étienne est devenu empereur sous le nom de François Ier. Dans les faits, il ne gouverne plus. C'est Marie-Thérèse qui tient la réalité du pouvoir. Pour tout dire, c'est une femme qui travaille beaucoup et c'est l'image qu'elle va laisser dans l'histoire. On la voit tous les matins se lever dès 4 ou 5 heures, en tout cas en été, l'hiver elle attend 6 heures. Elle lit avec attention tous les rapports de ses collaborateurs, des diplomates. Elle annote les projets de loi. Elle rédige le schéma des lettres importantes. Elle épluche les dépêches diplomatiques. Enfin, elle sait se montrer autoritaire, c'est même le moins qu'on puisse dire.
Elle est parfois carrément assez dure, mais en même temps, elle a tendance à écouter. Elle comprend les choses. Elle les comprend au sens fort du mot. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est une très bonne image. On l'admire, oui, on la respecte. Est-ce qu'on l'aime véritablement ? Elle cherche à se faire aimer. Elle va souvent à la rencontre de ses sujets. Elle se veut la mère de ses peuples. Ce qui contribue à renforcer tout de même sa popularité, c'est le fait qu'elle mette au monde un grand nombre d'archiducs et d'archiduchesses. En 1741, elle a enfin accouché d'un garçon, Joseph. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que c'est la fin de la malédiction des Habsbourg. Marie-Thérèse, pendant tout le cours d'une vie longue, aura passé une partie de son temps, en tout cas une grande partie de son règne, enceinte. Elle a mis au monde pas moins de 16 enfants, 11 filles et 5 fils. Sur ces 16 enfants, il y en a 6 qui sont morts avant d'atteindre l'âge adulte. Et parmi les 10 autres, il y a bien entendu les futurs empereurs, Joseph II, Léopold II. Il y a un certain nombre de têtes couronnées, dont une petite Antonia qui un jour deviendra la reine Marie-Antoinette de France. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et jusqu'à 15h sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Alors vous nous le disiez juste avant la pause, Franck, c'est une impératrice qui n'est pas si aimée que ça, en tout cas pas si populaire que ça. On l'appelle d'ailleurs, vous savez, à la cour de France, on a pris l'habitude de l'appeler l'impératrice reine, même si elle n'est que l'épouse de l'empereur et par ailleurs reine de Hongrie. Vous avez vu qu'elle a surtout été couronnée roi de Hongrie. On entrera dans toutes ces subtilités tout à l'heure avec mon invité. C'est vrai que c'est une mère très aimante, c'est même un peu une mère poule, mais exigeante, dure. Elle va éduquer ses enfants à la baguette et notamment elle apprend à ses filles à s'endurcir, peut-être parce qu'elle a elle-même souffert de certaines lacunes lorsqu'elle était jeune. Toujours est-il que elle va leur apprendre à devenir, ça c'est tout à fait dans l'esprit du temps, à devenir de bonnes épouses. Nous verrons jusqu'où justement. C'est un conseil, la discrétion, si je puis dire, en ménage, qu'elle ne s'applique pas toujours à elle-même. Elle est très jalouse, en fait, il faut le dire, cette souveraine. Son mari se montre de plus en plus infidèle. Souvent, Marie-Thérèse se venge des femmes que son mari a séduites puis plus ou moins abandonnées. Elle les exile, elle les écarte, en tout cas, les tient à l'écart de la cour. Et peut-être que c'est l'infidélité de François-Étienne qui la pousse à faire la guerre aux relations extra-conjugales qu'elle se met à condamner fermement. Je cite Elisabeth Badinter. « Effet de sa pudibonderie ou conséquence de l'insupportable trahison de son époux, Marie-Thérèse, dès la fin des années 1740, déclara la guerre au sexe illégal à la cour comme à la ville. Elle tendit à la cour son réseau d'espions et espionnes et se met à surveiller et à punir tous ceux et celles qui étaient soupçonnés d'entretenir des relations adultères, fût-ce même dans la plus grande discrétion. Tout sexe hors mariage devait être réprimé. » Podewils raconte à Frédéric II, qui entre parenthèses en fait ses choux gras, en 1747, qu'ayant trouvé quelques jeunes personnes chez une dame de l'opéra, l'impératrice reine l'a fait enfermer dans une des prisons les plus sévères et convoqua la commission de sécurité pour lui ordonner enquêtes et perquisitions dans toutes les maisons suspectes. On commence à ne plus trop s'amuser à Vienne, il faut bien le dire. En 1753, Marie-Thérèse ira jusqu'à faire voter un décret interdisant les jupes courtes, ce qui concernait quand même essentiellement les comédiennes, il faut bien le dire, et les corsets montrant trop de poitrine. En 1757, elle est quand même pas vieille, 1757, Marie-Thérèse a 40 ans. Elle a quand même subi 16 grossesses qui l'ont rendue, c'est vrai, un petit peu moins attirante. Pour tout vous dire, on a tendance dans les couloirs à la surnommer la grosse, il vaut mieux qu'elle ne l'entende pas. C'est une femme qui commence à connaître les affres d'une certaine sénescence. Peut-être pas, mais en tout cas, elle n'est plus la jeune femme charmante qu'elle avait pu être. Ça, c'est certain. François, à l'époque, a une petite cinquantaine et il va tomber amoureux d'une jeune femme de 19 ans. Il prétexte de plus en plus souvent des voyages. Vous savez, on est à l'époque où les souverains voyagent énormément. On est constamment en résidence. Ici et là, il y a des parties de chasse, il y a les eaux que l'on va prendre. Bref, il en profite, lui, pour retrouver son amante. Or, Marie-Thérèse n'est pas dupe, bien entendu.
entendu. Aussi jalouse soit-elle, elle est bien obligée de pardonner à son mari. Et d'ailleurs, c'est dans ce contexte-là que va survenir la mort de François-Étienne en 1765. Ça, c'est le plus grand malheur qu'ait jamais connu Marie-Thérèse. Elle ne s'en remettra pas. Ça fait un peu songer à la reine Victoria lorsqu'elle perd le prince Albert de Saxe-Cobourg. Vous savez, c'est un peu le même traumatisme. Après la disparition de son époux, raconte Elisabeth Badinter, Marie-Thérèse va sombrer peu à peu dans une extrême bigoterie. Sa tyrannie pudibonde faisait ricaner toute l'Europe. En vieillissant, les côtés sombres vont apparaître au grand jour, malgré tous ses efforts pour les dissimuler. La disparition de François-Étienne marque un tournant dans sa condition psychologique. Si avant 1765, la reine parvient tant bien que mal à dissimuler ses tourments au public, sa condition de veuve et l'intensité de son chagrin l'autorisent à se draper dans le deuil perpétuel. La dépression a définitivement pris le dessus. Voilà le mot prononcé. La dépression. Je vous avoue que c'est un des aspects que je n'avais pas deviné dans le caractère et dans la vie de Marie-Thérèse et qu'Elisabeth Badinter met clairement au jour. La souveraine est plongée dans un chagrin infini. D'ailleurs, elle songe à abdiquer et finalement, vous savez qu'elle va adopter cette cote mal taillée puisqu'elle associe son fils et successeur au pouvoir. C'est Joseph II. C'est une nouvelle corégence qui commence. Corégence qui se fait en vérité à 3 puisque le chancelier Kaunitz va jouer lui aussi un rôle absolument essentiel. Donc, entre Kaunitz, l'impératrice reine et le nouvel empereur, si je puis dire, Joseph, va s'instituer un jeu assez complexe. C'est pas toujours très sain d'ailleurs. Lorsque Marie-Thérèse mourra le 29 novembre 1780, après donc 40 ans de règne, cela fera 15 ans qu'elle était veuve et qu'elle ne s'en sera, vous l'aurez compris, jamais consolée. Mère, souveraine, épouse, Marie-Thérèse a dirigé les affaires d'une main de maître, se relevant chaque fois des échecs que la vie s'est chargée de semer sur son chemin. Elle a toujours considéré que son devoir de souveraine était autant d'assurer sa descendance que de faire la guerre ou la paix, que de se montrer bonne et protectrice pour ses peuples, comme on disait. Et il est vrai que dans la mosaïque que constituaient ces royaumes, on peut parler effectivement de peuple au pluriel. Elisabeth Badinter l'écrit, l'héritière des Habsbourg eut à gérer 3 vies et assumer 3 rôles différents, parfois en opposition les uns avec les autres, épouse d'un mari adoré et volage, mère de ses enfants, souveraine d'un immense empire, une gageure qu'aucun souverain masculin n'eut à connaître et que peu de ses égales auront connue. Bonjour Elisabeth Badinter. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai soulevé pendant ce récit un certain nombre de questions. À nous maintenant d'essayer de les élucider, tous ces mystères qui entourent le personnage si mal connu, somme toute, de Marie-Thérèse d'Autriche. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck Ferrand, pour évoquer le destin de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, vous recevez la philosophe Elisabeth Badinter, auteure du Pouvoir au féminin, Marie-Thérèse d'Autriche 1717-1780, paru chez Flammarion. Avec sur la couverture un détail qui montre le geste auguste de la souveraine, dominant les 3 principales de ses couronnes, c'est-à-dire la barrette de l'archiduché d'Autriche, la couronne de Bohême et la couronne de Hongrie, si je ne m'abuse. C'était compliqué, bien sûr, pour elle d'avoir à gérer tous ces États d'une même main, Elisabeth Badinter. C'était d'autant plus compliqué que chacun de ces États, la Hongrie et la Bohême en tous les cas, étaient déjà tenus et sous la coupe de certains princes hongrois ou de Bohême qui étaient, si vous voulez, des sous-gouverneurs. Mais oui. Et qui en faisaient souvent qu'à leur tête. Des vassaux pas très obéissants, en tout cas. Ni très obéissants, ni très honnêtes. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes de concussion considérables. Donc oui, c'était délicat, il fallait beaucoup de diplomatie pour, n'est-ce pas, ne pas s'en faire des ennemis. C'était très important pour elle. On a vu en Russie des impératrices. Alors bon, le règne d'Anna est un peu compliqué, mais 2 très grandes impératrices que sont Élisabeth et plus tard évidemment Catherine, qui ont été plus ou moins formées au pouvoir et qui ont pris beaucoup de plaisir et même de joie dans l'exercice du pouvoir. C'est le cas de l'impératrice Élisabeth qui était une femme de pouvoir. On n'a pas tout à fait le même sentiment concernant Marie-Thérèse qui a l'air plus
plus gênée aux entournures, si je puis dire. C'est compliqué pour elle. C'est plus difficile, semble-t-il. C'est plus difficile parce que déjà elle a 16 enfants, parce qu'elle est quand même liée par un lien très très fort avec ce mari dont il faut sauver l'honneur, le prestige, alors qu'il n'est pas du tout aimé et qu'on le respecte pas beaucoup. Elle a à tenir compte de tout ça. C'est pas du tout le cas d'Élisabeth qui n'a pas de mari et de Catherine qui a la vie que nous savons et qui a à laquelle il reste un fils qu'elle traite assez mal, Paul. Donc, elle est effectivement dans une situation très particulière pour l'époque où elle doit gérer tout ça ensemble en évitant trop les tensions. Donc oui, je pense qu'elle est unique en son genre. Vous brossez du père de Marie-Thérèse, l'empereur Charles VI, empereur du Saint-Empire, un portrait pas très flatteur, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'est d'une part pas sympathique et surtout il semblerait qu'il ait mal préparé sa fille. Il ne s'est résigné qu'à grand regret à lui confier le pouvoir en fait. En vérité, je me demande même s'il s'est jamais résigné. Oui, c'est ça. Parce que, en fait, il est quand même mort pas trop vieux et surtout assez vite. Cet empoisonnement aux champignons n'était pas prévu dans ses pensées. Donc il est mort. Sa mort a surpris. Il n'a pas eu le temps. Mais ce que j'ai trouvé, que j'ai noté, c'est que presque 1 mois et demi avant sa mort, il était encore à méditer sur la possibilité d'épouser une jeune princesse de Modène. Pour essayer d'avoir un héritier, c'est toujours cette idée. Qu'il lui fasse un fils. Oui. Mais par ailleurs, ce même Charles VI aimait sa femme, qui avait eu des filles, mais pas des fils. Et donc, c'était compliqué. Mais jusqu'au bout, je crois qu'il a espéré que sa fille ne régnerait pas. Et dans le testament politique de Marie-Thérèse, adressé à ses enfants dans les années 50, elle le dit bien, elle dit très clairement que son père ne lui a rien appris, qu'elle n'a aucune expérience, et d'une certaine façon, on sent une sorte de ressentiment à l'égard du père. Oui, vraiment. Ça restera pendant longtemps. J'ai employé le terme de dépression tout à l'heure parce que je l'ai repris de votre plume. C'est quand même un terme très fort. Alors, oui, et je suis contente que vous me posiez la question. Figurez-vous que c'est justement dans des correspondances privées qui n'avaient pas été publiées, correspondance de Marie-Thérèse avec 2 de ses plus proches conseillers et je dirais même amis, que nous pouvons trouver les confidences de Marie-Thérèse, notamment à Tarouka, mais à Rosenberg pareil, disant « je vais très mal ». Et ça commence beaucoup plus tôt que je ne l'imaginais. Et bien avant la mort de son mari, elle a des périodes où elle dit qu'elle ne peut plus rien faire, qu'elle ne rêve que de rester couchée, que rester dans le noir. Et c'est comme ça qu'on voit bien qu'il y a de la dépression. La première fois où elle en parle, c'est à Tarouka. On est donc dans les années 40. Elle est jeune encore. Oui, son principal ami, conseiller, mentor, etc. Et elle confie que la vie ne lui apporte plus rien, qu'elle ne peut plus rien faire, qu'elle ne peut plus travailler. Si c'est pas un signe de dépression. Alors, quelques années plus tard, même encore avant la mort de son mari, elle pose la question dans une lettre et elle dit « J'espère que je n'ai pas hérité de la mélancolie de mon père. » Et quand on regarde bien... C'est ce qu'on appelle un atavisme Habsbourg. Il y en avait un certain nombre. Exactement. Et ça s'est diffusé aussi dans toute l'Europe. Et donc, elle-même est très angoissée à l'idée d'être comme son père. Je pense que la dépression, c'est un terme un peu contemporain, évidemment, qui peut chaîner, mais enfin, je ne vois pas d'autre terme pour parler de cette extrême mélancolie qui l'empêche d'agir, qui l'empêche de vivre normalement. Et par ailleurs, elle a des périodes d'hyperactivité. D'une sorte de, presque même d'euphorie, on peut le dire. Absolument, elle peut travailler 15 heures par jour, ce qui éblouit absolument toute la cour de Vienne. Elle est dotée d'une énergie stupéfiante et au fond, on trouve plutôt ça normal. Pour ma part, j'ai tendance à y voir quelque chose d'un peu maniaque et d'un peu dépressif. Voilà. Elle n'a pas été tellement aidée par les hommes qui l'ont entourée, si je puis dire. Nous avons vu à quel point son père l'a peu préparée et sans doute très mal aimée. Son mari, dont elle était très amoureuse depuis toujours,
le lui a mal rendu quand même. Il était très volage, François. Il est très volage, mais il faut aussi comprendre que elle a pris le pas sur lui. Je pense très sincèrement que son mari, en toute bonne foi, pensait que c'est lui qui gouvernerait. D'ailleurs, toute la cour le pensait. C'était compliqué pour lui d'être en quelque sorte ce que nous appelons un prince consort. Enfin, en l'occurrence, c'était co-régent. D'ailleurs, on a inventé ce terme parce qu'il fallait. Oui, exactement. Mais elle a insisté pour des raisons politiques, pour avoir une co-régence, parce que les femmes ne pouvaient pas prétendre à certaines choses auxquelles pouvait prétendre son mari. Donc, mais en même temps, cette co-régence, c'est une façon de dire à son mari: tu es mon égal, je te rends ton prestige, ton honneur, parce que n'oublions pas une chose, c'est que Marie-Thérèse avait un profond sentiment de culpabilité parce que son propre père, Charles VI, avait carrément pris le duché de Lorraine qui appartenait à son mari, sans lui demander ni l'autorisation ni rien, pour négocier avec les Français. C'est-à-dire qu'en fait, pour expliquer en 2 mots, le roi Louis XV voulait doter, si l'on peut dire, son beau-père, qui était le roi déchu de Pologne, Stanislas Leszczynski, et qu'il n'a rien trouvé de mieux que de lui confier le duché de Lorraine. En échange, c'est toute une longue et complexe transaction, mais en échange pour le François de Lorraine, pour le mari de notre Marie-Thérèse, d'un duché de Toscane qui n'avait rien à voir, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça n'avait rien à voir, mais quand on lui a proposé le duché de Toscane, Gaston de Médicis, était encore en vie. Le possesseur, était en vie, donc il n'avait rien du tout. Oui. Et là, Marie-Thérèse a été formidable parce qu'elle a soutenu son mari contre son père. Elle a eu honte de ce qui s'est passé. Et je pense que cette culpabilité presque familiale qu'elle portait est aussi responsable de cette co-régence. C'est assez amusant pour nous de voir le rôle un peu nouveau du mari de Marie-Thérèse dans cette affaire et qui nous fait penser au mari de toutes nos chancelières, premiers ministres, etc. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui gouvernent aujourd'hui et qui sont mariées. Donc c'est une sorte de préfiguration de ce que nous vivons. Oui, mais regardez, la reine d'Angleterre n'a pas le pouvoir de gouverner, mais enfin elle a le grand pouvoir symbolique. Et son mari a toujours marché 2 pas derrière. C'est vrai. Donc c'est pas tout à fait nouveau, mais à l'époque c'est quand même tout à fait neuf. Le fait que ce soit une femme qui... Alors justement, comment cette femme va-t-elle mener de front toutes ces existences, dont certaines très compliquées? C'est ce que nous essayons de voir avec vous dans un instant, Elisabeth Badinter. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche cet après-midi sur Europe 1, son règne, sa personnalité. Avec votre invité, Franck Ferrand, vous recevez la philosophe Elisabeth Badinter et auteure du Pouvoir au féminin, Marie-Thérèse d'Autriche, 1717-1780, chez Flammarion. Oui, c'est un livre très personnel, très écrit, que vous nous livrez là, Elisabeth Badinter. Et vous avez eu pitié de ceux qui lisent beaucoup de livres d'histoire, c'est-à-dire que vous avez installé les notes en bas de page, ça évite d'aller constamment chercher à la fin du livre, ça c'est merci beaucoup pour les lecteurs. Mais c'est en pensant à moi, lisant les livres dont vous parlez, que je veux absolument les notes en bas de page. Je ne sais pas pourquoi les éditeurs ont pris l'habitude de nous coller ces notes en cahier de fin de livre, ce qui est insupportable, pour tout vous dire. Moi, je crois savoir que c'est parce qu'ils trouvent que ça fait austère et que ça n'est pas forcément bon, ça peut décourager des lecteurs potentiels. Je ne crois pas en ce qui me concerne, mais enfin peut-être après tout. Alors ce livre, vous l'avez écrit à partir d'un certain nombre de sources inédites. Vous avez travaillé longtemps et sur place, si je puis dire. Ça, c'est assez étonnant. Alors, je dis étonnant parce que ça devient de plus en plus rare, pour tout vous dire. Écoutez, j'ai le privilège d'apprendre mon temps. Voilà. C'est un grand privilège pour un chercheur. Et deuxièmement, j'ai travaillé énormément dans les archives diplomatiques de la Courneuve. Et j'ai travaillé aussi à l'étranger, mais j'ai été considérablement aidée par un chercheur hors pair français, mais qui vit en Autriche depuis toujours, et qui a fait certains voyages pour moi, parce que je ne pouvais pas continuer à sillonner l'Europe, vu qu'il faut aller partout pour trouver des correspondances. Le résultat, c'est qu'il y a 25 000 lettres dans mon ordinateur, dont je me suis servi de très très peu. Je veux dire, il y en a très très peu qui ont été évoqués, enfin qui ont servi. Ils sont utiles, oui, bien sûr. Utiles directement, mais utiles indirectement. Et c'est pour moi le plaisir suprême. C'est d'être dans les archives et d'être à la chasse au trésor. C'est un bonheur absolu.
Voilà. Oui, et ces trésors, vous en faites bénéficier le lecteur, avec donc un certain nombre de points de vue tout à fait étonnants. On se rend compte que Marie-Thérèse, notamment, ne mâchait pas ses mots, y compris avec ses principaux collaborateurs. Hein. Alors justement, cette Marie-Thérèse, elle peut être très dure, très autoritaire aussi, mais c'est normal pour une souveraine absolue. Mais en même temps, elle a eu des vraies amitiés avec quelques collaborateurs très proches, Oui. hommes et femmes. Et c'est dans ses lettres à Tarouka, dans ses lettres à Rosenberg, qu'elle se laisse aller. Elle dit exactement ce qu'elle ressent. C'est sans prix pour le chercheur. Elle dit son sentiment actuel, son sentiment d'échec, les pressions dont elle est objet, et surtout, elle dit « je ne sais pas faire, je ne sais comment faire dans cette situation ». Donc ça donne plein d'informations. Elle écrit en français. Elle écrit en français, y compris à ses enfants. Ça, c'est enfants. pratique pour nous, quand même. Pour moi, si elle n'avait pas écrit en français, je ne me serais pas lancée dans cette aventure. Exactement. Marie-Thérèse est née en 1717. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Alors, vous nous montrez une souveraine qui est bien sûr un chef de guerre, puisque dès les toutes premières années de son règne, elle est confrontée à une des plus graves crises que l'Autriche ait jamais eu à régler. Elle a quasiment toute l'Europe contre elle. Elle va la perdre d'ailleurs, cette guerre, mais elle la perd avec honneur. Et malgré les mauvais services de son mari, si je puis dire. Hein. Oui, mais elle a quand même réussi, contre cette coalition formidable contre elle, je dirais, à ne perdre que la Silésie. Elle a réussi à sortir le reste de ses États de la menace qui couvait sur eux. Et je dois dire que c'est intéressant de voir que presque toute l'Europe était contre elle, coalisée contre elle, et qu'elle a été dos au mur. Il faut quand même se rendre compte que Vienne a été à deux doigts, n'est-ce pas, de voir arriver l'ennemi sur la terre de Vienne, et qu'il y avait un sauve-qui-peut terrible. Alors, c'est vrai qu'elle s'est réfugiée à Presbourg avec ses enfants, mais et elle était toute seule. Voilà. Elle a ce propos magnifique quand elle vient demander l'aide des Magyars, des Hongrois, pour qu'ils l'aident à chasser ces armées ennemies. Elle dit « Je n'ai plus rien, mais je suis une femme debout. Aidez-moi. » Oui. Et elle fait ça avec un tel talent rhétorique qu'elle obtient non seulement leur aide, mais leur amour, on peut le dire. Elle suscite une vraie émotion, puisque un des témoins raconte dans une lettre privée qu'il était au bord des larmes lui aussi, mais enfin, il fallait se souvenir d'une chose, c'est que c'était quand même la plus grande actrice d'Europe. Et ce qui va lui permettre d'être aussi une diplomate, car chef de guerre c'est une chose, la diplomatie va devenir son domaine d'élection, avec ce qui sera sans doute le plus gros coup de théâtre de tout le siècle, c'est-à-dire le fameux renversement d'alliance en 1756, mené par deux femmes d'ailleurs, Marie-Thérèse côté autrichien et Madame de Pompadour à Versailles. C'est incroyable de voir les Habsbourg d'Autriche, ennemis héréditaires des Bourbons de France, qui vont finir par s'allier en fait. Ben oui, parce qu'elle a quand même été abandonnée par son allié traditionnel, qui était l'Angleterre avec les Provinces-Unies. Donc, il fallait trouver un moyen, il fallait trouver un allié. Et ce que je trouve assez remarquable, c'est une idée, comme on sait, de Kaunitz, qui lui a vendu cette idée de renversement des alliances. Et là où on voit qu'elle a une intelligence politique très fine, c'est qu'elle l'a admis. Je pense que ça ne devait pas être si facile que ça de devenir, si vous voulez, l'allié de l'ennemi héréditaire. Enfin. Même si la France et l'Autriche sont deux puissances catholiques, mais peut-être qu'en même temps, ça leur crée un conflit intime, en vérité, puisque une concurrence. La France est alliée avec la Bavière, et donc qui ne fait pas partie de ces États. Alors, ça c'est la diplomatie, c'est tout le domaine de l'extérieur. Dans son règne intérieur, si je puis dire, Marie-Thérèse est quand même nettement plus contestable. C'est assez terrible, cet ordre moral qu'elle fait régner à Vienne, notamment. Vous avez vu à quel point elle fait fuir, littéralement, Casanova s'en plaint énormément. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un pays où on ne peut pas avoir l'intimité, sa vie intime Dans le libre. grand siècle du libertinage, elle est l'anti-libertin par excellence, en fait. Oui, et c'est quand même au point d'aller dans les hôtels pour voir si les voyageurs eux-mêmes n'avaient pas de relations suspectes avec des dames. Pensez que dans les rues de Vienne, les femmes qui marchaient à pied, parce qu'elles n'étaient pas dans des carrosses, donc des femmes qui n'étaient pas les plus favorisées,
était un peu angoissée en se disant, si je suis arrêtée par la police soupçonnée de prostitution, je dis, je vais à l'église. Voilà, c'était l'argument qu'on sortait à la police qui vous arrêtait comme ça dans les rues. Je ne vous cache pas que ça m'a fait un peu penser aux talibans, ça. Oui, un Je peu. veux dire, les toute commissions. proportion gardée. Oui, mais enfin, quand même, les commissions de vice et vertu. Car il faut quand même savoir que les femmes qui ont été arrêtées sous prétexte de prostitution prouvée ou non prouvée ont été exilées à Timișoara, c'est-à-dire très loin, et atrocement maltraitées. Ah oui, oui. Beaucoup sont mortes de mauvais traitements. Oui, ça. Donc, c'était pas le côté le plus aimable de Marie-Thérèse. Il y en a d'autres, heureusement, et nous allons notamment suivre l'impératrice reine dans les jardins de Schönbrunn dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et aujourd'hui, l'émission est consacrée à l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Il est donc temps d'aller se balader à Vienne, au château de Schönbrunn, qui depuis les années 60 est l'un des sites les plus touristiques et les plus visités de Vienne. D'ailleurs, le château, Franck, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, c'est bien le moins. J'ai eu la très grande chance, il y a 2 ou 3 ans, dans le cadre de l'émission L'ombre d'un doute, j'allais dire d'avoir Schönbrunn pour moi tout seul, mais c'était formidable, vous savez, d'être là le jour de fermeture et d'avoir ces galeries, ces perspectives, etc. sans public, c'est tout simplement magique, ça c'est absolument merveilleux. Et l'on imagine ce que devait être la toute relative solitude de la famille impériale et royale au milieu du XVIIIe siècle. C'était une cour qui était 10 fois moins nombreuse que celle de Versailles, il faut le dire. Il y a une forme de rigueur presque un peu protestante à cette cour tellement catholique de Vienne, Elisabeth Badinter. C'est vrai, en tous les cas, de la part de Marie-Thérèse. Oui. Oui, je le reconnais, je me l'explique pas vraiment, sinon que quand même, elle a été... N'oubliez pas que son père a été quand même, entre guillemets, le roi d'Espagne, en principe. Et donc, il y a cette tradition espagnole voilà, très c'est le côté rigide. Habsbourg, oui, voilà. Ouais. Qu'on voit très bien à la Hofburg, encore bien plus qu'à Schönbrunn, du reste, bien sûr. Absolument. Alors, Schönbrunn a laissé, évidemment, c'est un peu le Versailles viennois, si l'on peut dire, avec de grands guillemets quand même. Mais on y trouve beaucoup de souvenirs d'un grand nombre de souverains, notamment du 19e siècle. On pense toujours à François-Joseph, à Sissi, évidemment, également à notre aiglon national, qui le pauvre est mort là-bas, loin de tout et de tous. Mais Marie-Thérèse reste un peu présente avec la gloriette, avec ses jardins qu'elle a voulu et qu'elle aimait. Et c'était une femme proche de la nature. Ça aussi, ça la rend moderne d'une certaine façon. Elle est proche de la nature, elle aime bien travailler, emporter ses dossiers et quasiment s'asseoir dans l'herbe, enfin quasiment, avec ses enfants qui sont tout autour d'elle. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de la reine Victoria. Et quand on regarde certaines gravures faites par sa propre fille, une archiduchesse Marie-Christine, qui dessinait sublimement, elle a dessiné comme ça, je dirais, des moments de familiaux. Et vraiment, on a l'impression que presque dans un intérieur ou dans un extérieur bourgeois du 19e. On pourrait établir, somme toute, un parallèle avec de nombreux points communs entre les règnes et les vies de Marie-Thérèse en Autriche et de Victoria en Angleterre un siècle plus tard. Oui, mais à ceci près, c'est que Marie-Thérèse est la seule qui ait détenu un pouvoir absolu. Alors voilà. Et qui est gouvernée. Comment, lorsqu'on est une femme, une mère, une épouse, etc., comment, lorsqu'on est une femme, assume-t-on un tel pouvoir, Elisabeth Badinter, au XVIIIe siècle, qui plus est? Je pense qu'on l'assume en se donnant beaucoup de mal, et il faut bien le dire, avec des échecs, avec des contradictions. Ça n'est pas toujours rose. Marie-Thérèse n'a pas, comment dirais-je, réussi partout, pas réussi complètement avec ses enfants. Elle a fait des erreurs dans son règne, mais enfin, elle a tenté ça. Et c'est ce qui m'a intéressé le plus. Au fond, Marie-Thérèse est une femme très ambitieuse, à la fois très virile et en même temps très féminine. Je l'ai trouvée très contemporaine. Mais oui. Et ça m'a beaucoup frappée. Et au fond, les problèmes auxquels sont affrontées les femmes aujourd'hui, toute proportion gardée, puisque aucune n'est une souveraine absolue, mais quand même, faire son chemin personnel, professionnel, élever ses enfants, son compagnon, et gérer toute une maison, en toute proportion gardée, ressemble quand même aux défis auxquels elle a été confrontée.
Le pouvoir au féminin d'Elisabeth Badinter, ce portrait de Marie-Thérèse d'Autriche, l'impératrice reine, est publié chez Flammarion. Merci infiniment. Merci beaucoup Anissa, nous nous retrouvons demain, mardi, pour une nouvelle rediffusion. Et oui, celle consacrée à Ambroise Paré, le père de la chirurgie moderne.